On n'appelle pas Kim Jong-un, on l'appelle, ça veut dire général invincible. On subit un lavage de cerveau dès la maternelle. En Corée du Nord, on grandit en apprenant que notre dirigeant est un dieu. Ça fait plus de 70 ans qu'ils vivent dans une société où l'on est puni, si l'on ose dire du mal du dirigeant. Si jamais tu critiques le dictateur ou sa famille, alors ta vie est finie. Tu es dénoncé et arrêté immédiatement. Nous ne pouvons plus tolérer les ingérences américaines. Nos chercheurs ont permis le développement d'une arme dernier cri. Une ville américaine comme Los Angeles pourrait être en grande partie rasée. Rocketman, l'homme fusée, est en mission suicide pour lui-même et pour son régime. Vous savez, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir en Corée du Nord et va vous faire découvrir les ressorts parfois tragicomiques d'un des régimes les plus terrifiants de la planète, un des derniers régimes communistes, l'un des plus tyranniques sans doute de l'histoire de l'humanité. Culte de la personnalité, mais aussi captation des richesses par le pouvoir, surveillance et répression généralisée, ce sont 25 millions de Nord-Coréens qui vivent aujourd'hui dans la peur, mais aussi dans le plus extrême dénuement, sous le joug d'une dynastie qui dure depuis 3 générations. Et le dernier rejeton, qui est au pouvoir depuis 2011, Kim Jong-un, s'est mis également en tête de faire trembler le monde entier. Il a développé un programme nucléaire militaire, il a aussi construit des missiles intercontinentaux capables aujourd'hui de toucher des continents comme l'Europe ou même les États-Unis. Traditionnellement proche de la Chine, la Corée du Nord s'est également rapprochée de la Russie de Vladimir Poutine et lui fournit des obus, mais aussi des soldats dans sa guerre contre l'Ukraine. Alors jusqu'où peut aller Kim Jong-un dans sa soif de pouvoir et de conquête? Enquête sur Kim Jong-un, l'homme qui fait trembler le monde. C'est un document signé Mathieu Fauroux pour Ligne de Front et Enquête exclusive. C'est hier qu'a été organisée très solennellement la cérémonie de remise des lance-roquettes de 600 mm. Pyongyang, la capitale nord-coréenne, le 18 février dernier. Le régime inaugure en grande pompe la livraison de 50 lance-roquettes multiples de précision. Nous entrons dans une nouvelle ère. C'est une véritable révolution défensive qui est lancée par le Grand Parti des travailleurs de Corée. Pour l'occasion, le grand leader Kim Jong-un est venu en personne. Devant une foule émue aux larmes, il fait l'éloge de cette nouvelle arme de destruction massive. Ces missiles sont adaptés aux attaques spéciales. Ils peuvent remplir des missions stratégiques avec des charges nucléaires. Si nous utilisons cette arme, même la protection divine ne suffira pas à nos ennemis. Pour faire la pub de ce nouvel instrument d'apocalypse, Kim Jong-un n'hésite pas à en prendre le volant et à faire quelques tours de roue sous les acclamations hystériques d'un parterre de généraux. Quelques jours plus tard, le dictateur assiste au premier tir d'essai. L'ordre de tir a été donné. Feu! Avec une portée de 400 km, cette nouvelle arme qui pourrait emporter des charges nucléaires serait capable de dévaster son voisin sud-coréen. En matière d'armement, Kim Jong-un ne fait pas franchement dans la demi-mesure. Il y consacrerait 25% du PIB de son pays. De quoi s'offrir de jolis joujoux. Comme ce train nucléaire, qui semble tout droit sorti d'un film de James Bond. Vu du ciel, on dirait un convoi de marchandises ordinaires. Mais des hommes en combinaison débarquent. Kim Jong-un dirige les opérations depuis un autre train. Soudain, des fusées émergent, prêtes à décoller. Une innovation effrayante.
Le train, c'est censé être un peu plus furtif. On ne sait pas l'arrêter, on ne sait pas le détruire. Le train s'arrête, la porte s'ouvre, il tire son missile. Ça fait un peu GoldenEye, ouais. L'intérêt de le lancer depuis une voie ferrée, c'est la capacité de lancer un missile qui pourrait avoir une charge conventionnelle ou nucléaire beaucoup plus importante. Comme si c'était plus fort que lui. Dès qu'on ne parle plus de son pays, Kim Jong-un provoque une nouvelle crise. Le dictateur joue avec les nerfs de la communauté internationale. Et cela fait 15 ans que c'est comme cela. Mais que se passe-t-il dans la tête de Kim Jong-un ? Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, un épais mystère entoure la personnalité du jeune leader nord-coréen. On le dit cruel, prêt à assassiner sa propre famille pour garder le pouvoir. Kim Jong-nam a été empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur ce lundi. C'était d'une violence de supprimer quelqu'un de sa famille. C'est un moment qui a choqué la planète entière. C'est une famille sanglante, parce que c'est le pouvoir absolu. Le doigt toujours sur le bouton nucléaire, le dirigeant de la minuscule Corée du Nord défie les plus grandes puissances. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas menacer les États-Unis. Sinon, nous répondrons par le feu et la fureur. Un dictateur qui règne d'une main de fer sur 25 millions d'habitants, dans un pays parmi les plus fermés au monde. Une prison à ciel ouvert. C'est un régime de terreur, la Corée du Nord. Hein. Il fonctionne sur la peur. C'est l'horreur, absolument. Bien sûr que c'est l'horreur. C'est un environnement extrêmement brutal. Le leader doit s'imposer et aucune voix dissonante ne doit pouvoir s'exprimer. Kim Jong-un, un personnage mégalo qui n'est pas à une contradiction près. Il prône le communisme, mais affiche un train de vie fastueux. Ce leader n'a aucun scrupule à se pavaner, ni sa femme avec un sac Dior. Grâce à des témoignages exceptionnels et des documents exclusifs, nous allons vous révéler les sombres secrets du tyran nord-coréen. Le terme psychopathe peut lui aller, mais ce n'est pas un terme suffisant. Alors Kim Jong-un est-il vraiment capable de faire sauter la planète ? Vous savez, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Kim Jong-un, c'est l'histoire d'un jeune homme propulsé subitement au pouvoir. Nous sommes le 28 décembre 2011. La petite Corée du Nord pleure la mort soudaine à 70 ans du père de Kim Jong-un. Le dictateur Kim Jong-il a régné d'une main de fer pendant 17 ans. Les images qui nous parviennent des funérailles montrent un peuple inconsolable. À l'enterrement de Kim Jong-il, qui pleurait à la fois de surprise, d'émotion, de peur, qu'ils étaient terrorisés à l'idée de qu'est-ce qui va se passer maintenant. Le monde découvre le visage du nouveau leader, Kim Jong-un, un gamin d'à peine 30 ans, qui semble un peu perdu et pleure la mort de son papa. C'est alors un parfait inconnu. Ce n'est que la deuxième fois qu'il apparaît en public. Ce sont des images extraordinaires. On a cette Cadillac noire qui transporte le cercueil de Kim Jong-il à travers les grandes avenues de Pyongyang. Comme par magie, il y a eu de la neige qui est tombée abondamment, des gros flocons ce jour-là. Et effectivement, on voit ce jeune Kim Jong-un qui est assez joufflu, assez costaud, qui a les joues rouges. On ne sait pas si c'est l'émotion ou la fatigue. En accompagnant son père, il a l'air très troublé, un petit peu perdu. C'est un bébé
qui sort, d'ailleurs avec un air très poupon. On est extrêmement surpris de voir ce jeune homme hein, qui est arrivé au pouvoir, on ne sait pas exactement l'âge qu'il a, sans doute à 26-27 ans. Ce jour-là, les Nord-Coréens sont pourtant à 1000 lieues de se douter à quel point ce jeune homme va faire prendre au régime un virage à 180 degrés. Ne vous fiez pas à son air timide. Vous allez voir qu'à peine en place, il va bousculer les habitudes de ce pays communiste, comme jamais auparavant. Ce garçon, qu'on a présenté comme inexpérimenté lorsqu'il a pris les rênes, il a surpris tout le monde par sa capacité à s'imposer. Et cela commence en fanfare. Avec l'arrivée sur la scène musicale coréenne du Moranbong Band. Des Spice Girls version communiste qui se déhanchent entre deux missiles sous les portraits du nouveau grand leader. On dit que le casting aurait été assuré par Kim Jong-un en personne. À Pyongyang, les jeunes sont alors pleins d'espoir devant ce souffle de modernité. C'est le cas de Kang Nara. Le témoignage de cette jeune femme est exceptionnel. Elle fait partie des très rares Nord-Coréens qui peuvent raconter le régime de l'intérieur, car elle a réussi à fuir à l'étranger en 2014, lorsqu'elle avait 16 ans. Quand Kim Jong-un est arrivé au pouvoir, il a lancé le groupe de musique Moranbong Band. Et je me suis dit que les choses allaient changer. J'ai été choquée quand j'ai vu Moranbong Band pour la première fois. Ces femmes nous rappelaient les groupes de Corée du Sud qu'on regardait en cachette. Elles étaient à moitié nues pour nous. À ce moment-là, on a pensé que notre pays allait complètement se transformer. Seulement, s'il veut se montrer à la hauteur des attentes de son peuple, le jeune dirigeant nord-coréen va devoir accomplir des miracles. Car lorsqu'il accède au pouvoir, Kim Jong-un hérite d'un pays exsangue. En effet, isolé depuis la fin du bloc communiste et frappé par des catastrophes naturelles, le pays voit son économie plonger à partir des années 90, sous le règne de Kim Jong-il, le papa de Kim Jong-un. Kim Jong-il a eu un règne relativement médiocre. N'oublions pas que la fin des années 90 a été terrible pour le pays. Une famine, 200 000 personnes mortes de malnutrition, de faim, de conditions de vie en fait absolument inhumaines. À cette époque, il n'y avait plus de nourriture. Et ma mère m'a raconté qu'elle ne pouvait pas m'allaiter. C'était l'enfer. Elle cherchait du lait partout pour me nourrir. Kim Jong-un sait qu'il doit absolument faire oublier ces années noires, incarnées par son père. Alors pour commencer, il va travailler sur son image. Et pour cela, il va opérer un changement de style radical. Comme les dirigeants occidentaux, il va s'exposer à la télévision et reconnaître enfin les échecs du régime. Son père faisait des discours, mais il n'était jamais diffusé à la télévision nord-coréenne. Kim Jong-il était un homme austère. Kim Jong-un, lui, c'est un extraverti. À peine arrivé au pouvoir, Kim Jong-un fait un grand discours télévisé. Et ça, c'est un tournant extraordinaire. Notre parti va s'assurer que le peuple n'aura plus besoin de se serrer la ceinture et qu'il pourra profiter de la prospérité socialiste. Reste un défi énorme pour ce jeune autocrate sans grande légitimité. Comment gagner le cœur de ses habitants ? La responsabilité qu'il a dorénavant, c'est surtout de continuer à perpétuer la dynastie, donc continuer de se faire, d'être craint par le peuple, mais aussi de se faire aimer. Et c'est là le principal challenge de l'héritier. Là encore, Kim Jong-un ne manque pas d'idées. Pour s'attirer les faveurs de son peuple, il va avoir recours à un artifice plutôt malin. Il va s'inspirer d'un de ses ancêtres, adulé en son temps par les Nord-Coréens. Kim Jong-un a copié le style vestimentaire de son grand-père. La volonté de ressembler à Kim Il-sung est évidente et fait partie d'un plan de propagande. Kim Il-sung, c'est
la nostalgie des années où la Corée du Nord était encore un pays prospère. Il faut savoir que jusqu'aux années 60, début années 70, la Corée du Nord était plus riche que la Corée du Sud. Donc on voit bien que Kim Jong-un essaye de jouer avec ça, de se reconnecter à ce passé plus glorieux et plus enthousiasmant. Kim Jong-un a utilisé la nostalgie de cette époque pour amadouer tout le monde. Kim Jong-un ne prend aucun risque. Plutôt que de construire son propre style, le jeune homme copie son grand-père. Et vous allez voir qu'il va pousser très loin la ressemblance. À gauche, son grand-père Kim Il-sung. À droite, Kim Jong-un, qui a adopté exactement la même coiffure. Difficile de les différencier. Le jeune homme a tout imité. Les lunettes épaisses, le chapeau de paille, et de manière plus extrême, il va carrément entreprendre une métamorphose de son corps et de sa voix pour lui ressembler. À Séoul, un homme connaît tous les petits secrets du dictateur. Kim Dragon est un sosie qui imite Kim Jong-un depuis une décennie. Si j'appuie sur ce bouton, la fusée nucléaire va se lancer et Séoul sera rayé de la carte. Kim Dragon a remarqué une stratégie étonnante du dictateur coréen. Changer sa diction pour ressembler à celle de son grand-père. Il prend une voix de baryton et fait en sorte de ne laisser transparaître aucune émotion dans ses discours. Il prend un ton calme et puis... Mes chers compatriotes, il a adopté le style qu'on attend du leader d'un pays communiste, comme Mao Zedong ou Staline. Évidemment, tout ça est surjoué, tout ça est mis en scène par la propagande pour donner de l'assurance aux jeunes héritiers, mais aussi pour forcer le trait de la ressemblance avec son grand-père, Kim Il-sung, qui était un très grand gaillard. Son père lui a dit « Tu dois prendre du poids et ressembler à ton grand-père pour que tu puisses impressionner tous ces mecs quand je ne serai plus là. » C'était une tactique d'intimidation. Jouer sur sa corpulence pour en imposer au monde. Chez nous, il faut être rond pour être respecté comme un chef. Kim Jong-un, c'est presque la réincarnation du grand-père. Et ça plaît beaucoup. Kim Jong-un s'est donc offert une légitimité. Maintenant, il va devoir réformer son pays. Et vous allez voir qu'il va là encore donner dans le spectaculaire, quitte à passer pour un enfant, un peu immature. Car jusqu'ici, la Corée du Nord, c'était ça. Une capitale à moitié vide, égayée par quelques patinoires sinistres. On était vraiment en période soviétique, voilà, la pire qui soit, dans le pays le plus fermé qui soit, le pays qu'on dit ermite. Mais la nouvelle priorité de Kim Jong-un, c'est d'offrir des loisirs à son peuple. Des investissements pharaoniques de plusieurs milliards d'euros, annoncés en grande pompe à la télévision, par la présentatrice du JT nord-coréen. Le leader suprême a visité la nouvelle zone touristique du mont Kumgang. Il a déclaré que ce projet serait au niveau des meilleures stations de ski mondiales. Il y a eu une mutation qui s'est opérée de manière très rapide. La construction de nouveaux édifices. On construit un centre aquatique digne des meilleurs centres qu'on peut trouver en France ou ailleurs. Et si on a envie de se faire un massage, si on a envie de jouer au toboggan, on peut le faire. On n'a rien à envier à l'Occident. Donc on passe de Kim 1.0 à Kim 2.0. Dans ses plans de bâtisseur, le jeune Kim Jong-un n'oublie jamais de se faire plaisir. Fan de parcs d'attractions, le dictateur couvre Pyongyang de montagnes russes. Et comme un adolescent satisfait, il se met en scène, hilar, en train d'essayer les manèges. Il y a ce côté narcissique où il a besoin d'être aimé, il a besoin de divertir. Avec ces manèges, Kim Jong-un voudrait faire oublier aux Nord-Coréens les privations qui touchent son pays, toujours classé parmi les plus pauvres au monde. Mais les distractions promises par Mr. Kim trouvent vite leurs limites. Car la plupart des Coréens n'y auront jamais accès. Les parcs d'attractions ne sont pas accessibles à tout le monde.
On ne peut s'y rendre que si on vient de la capitale ou d'une famille proche du régime. Officiellement, le ticket coûte 30 centimes. Mais en fait, on est obligé de passer par le marché noir et ça m'a coûté 20 €, un demi-mois de salaire. La caste privilégiée de Pyongyang est chouchoutée par le parti et bénéficie toujours de privilèges. Mais ce n'est pas le cas du reste de la population. Avec ses attractions et ses chanteuses pop, Kim Jong-un a malgré tout réussi à se poser rapidement en modernisateur. Et il va jouer encore une autre carte que personne n'attendait et qui va faire parler de lui dans le monde entier. Car quoi de mieux pour apparaître comme un dirigeant fréquentable que de s'afficher au bras d'une femme jeune et moderne. Et croyez-le ou pas, pour trouver la perle rare, Kim Jong-un s'est tourné vers un service de rencontre, comme beaucoup de jeunes de son âge. Dans l'élite coréenne, il y a un système de dating. Ce n'est pas vraiment des mariages arrangés, mais sa famille lui a organisé une série de rencontres avec de très belles femmes de l'élite nord-coréenne. Et celle qui lui a vraiment tapé dans l'œil, c'est Ri Sol-ju. À l'époque, elle faisait partie de l'équipe des Pom Pom Girls, qui encourageait les athlètes nord-coréens lors des Jeux Olympiques. En 2012, Kim Jong-un présente Ravi, sa nouvelle femme au photographe. En Corée, c'est un choc, car pour la première fois, ce pays plutôt conservateur a une première dame souriante que le dictateur met en avant dans les cérémonies officielles. Ça, c'était un nouveau style, c'était aussi une façon de faire la rupture avec le règne précédent. Donc elle a voulu donner une image plus décontractée du couple, on va dire, présidentiel. D'habitude, les épouses de nos dirigeants ne portaient que le costume coréen traditionnel. Mais Ri Sol-ju portait carrément des talons. Elle avait un grand serre-tête rouge, des vêtements colorés. C'était extravagant pour nous les Coréennes. Le gouvernement nous a autorisés à copier le style vestimentaire de la première dame. Donc nous avions enfin le droit de nous habiller à l'occidental. J'étais super excitée. Et maintenant, comme tout est surmédiatisé et que le dirigeant s'y prête, montrant son épouse, c'est vrai qu'on voit son épouse en la une de Paris Match. Enfin, c'est comme si elle était une star ou une princesse. Place au glamour, avec cette Jackie Kennedy nord-coréenne. Ces photos s'étalent désormais à la une de la presse People internationale. Très vite après son accession au pouvoir, les Nord-Coréens ont maintenant l'impression que Kim Jong-un peut tout changer dans leur pays. Et il ne va pas chercher à les détromper. Bien au contraire. Le jeune leader va en effet entretenir un culte de la personnalité jamais vu jusque-là. Avec d'autant plus de facilité qu'il aime plus que tout faire l'acteur. Kim Jong-un, on le voit souriant, on le voit embrasser des soldats, on le voit serrer des mains, on le voit rire, on le voit se mettre au milieu de son peuple. C'est évidemment, tout ça est une mise en scène, mais c'est aussi son tempérament. La propagande de Kim Jong-un atteint des sommets. Il finit même par en faire un peu trop, comme dans cette série de photos et vidéos. Kim Jong-un a fait circuler des photos de lui partout, vous savez, à cheval, sur le mont Paektu, bien entendu. C'est un peu le Kilimanjaro, ou alors en tout cas le mont Fuji pour les Japonais, quoi. Le cheval blanc, c'est le symbole de l'empereur du Japon. Donc il parade devant ces peuples, tous inclinés, en cheval blanc. Je l'ai vu et c'était hilarant. N'importe qui peut voir qu'il ne sait pas monter à cheval. Il s'est juste mis en scène pour donner une image de sa puissance. Plus surprenant encore, cette vidéo dans laquelle le grand leader apprend à tirer à des officiers expérimentés. Par la magie du montage, l'autocrate fait mouche à tous les coups. On n'appelle pas Kim Jong-un, on l'appelle toujours Widaehan Changunim, ça veut dire général invincible. Il est à la fois scientifique, c'est un sage, un philosophe, un sportif, un cavalier. Voilà, c'est l'hydre un multitête qui est en mesure de faire des miracles, les miracles quotidiens du grand leader. Rien n'est de trop pour glorifier Kim Jong-un. Le dirigeant organise également des célébrations hallucinantes où il apparaît en sauveur,
et qui sont diffusés toute la journée à la télévision. Des rassemblements qui tournent à l'émeute, au cours desquels les habitants semblent littéralement gémir à la vue de leur idole. C'est le domaine de l'hystérisation. Mais j'ai vécu des moments hystériques. Et ce sont des espèces de râles d'adoration qui peuvent durer des minutes et des minutes et des minutes, quelque chose qui est du domaine de la soumission la plus totale. Ça veut dire, nous sommes prêts à mourir pour toi. C'est une sorte de folie collective organisée. Au début de son règne, la propagande a diffusé cette vidéo de soldats en pleurs, à la vue du grand leader. Des hommes et des femmes hypnotisés qui lui courent après et se jettent à l'eau, comme des groupies, pour approcher leur star de rock. Ils sont dans l'émotion. C'est un régime qui joue sur l'émotion, évidemment, beaucoup plus que sur l'intelligence. En Corée du Nord, on grandit en apprenant que notre dirigeant est un dieu. Un dieu vivant, bien sûr. Si je discute avec lui et que je lui serre la main, ça n'arrivera jamais, mais imaginons que ça arrive, alors je me couperai la main et je la garderai dans un bocal toute ma vie. Chez nous, il est aussi exceptionnel que ça. C'est un peuple qui, quelque part, est complètement halluciné. Kim Jong-un se fait donc tout simplement passer pour un être surnaturel auprès de son peuple, qui n'a pas vraiment d'autre choix que d'y croire. Et cela commence évidemment dès l'école. Chaque enfant doit apprendre des légendes sur des miracles qu'aurait accompli le grand leader. On subit un lavage de cerveau dès la maternelle. On prétend qu'il ne dort pas, on prétend qu'il se nourrit, mais qu'ensuite il n'élimine pas. Il ne va pas aux toilettes. C'est ce qu'on dit, oui. Il n'en a pas besoin. On nous apprenait qu'il pouvait pratiquer la téléportation magique. C'était une méthode qui permettait de faire plier la Terre pour se déplacer entre deux points. Je pensais que comme notre grand leader venait du ciel, il était capable de faire plier la Terre à la force de ses mains. J'y croyais dur comme fer. C'est énorme, je trouvais ça hallucinant. Kim Jong-un a inventé le hamburger. Kim Jong-un a inventé le burrito. Kim Jong-un a fabriqué des grenades avec des pommes de pain. Tout ça paraît invraisemblable. Mais cela fait plus de 70 ans qu'ils vivent dans une société où l'on est puni, si l'on ose dire du mal du dirigeant. Donc il vaut mieux bêtement croire ce que l'on nous raconte. Mais Kim Jong-un croit-il lui-même à ces légendes? À force d'être vénéré, sans être jamais contredit par personne, le dictateur aurait-il sombré dans la folie? On est dans la mégalomanie totale, me semble-t-il. Ce qui caractérise le pouvoir absolu, c'est ça. C'est de n'avoir aucune vergogne, aucune limite, aucune honte. Évidemment, la mégalomanie, le côté surdimensionné du régime fait partie de l'ADN même du régime. Kim Jong-un est-il fou? C'est une question qu'on pose souvent. Vous savez, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Ce pouvoir absolu, le despote s'en sert pour mettre en œuvre une répression jamais vue contre ses habitants. Quand Kim Jong-un est arrivé au pouvoir, on avait de grandes attentes. Mais son vrai visage s'est rapidement dévoilé. En fait, depuis qu'il est là, les citoyens sont encore plus opprimés. C'est un régime de terreur, la Corée du Nord. Il fonctionne sur la peur, quand même. Tout le monde a peur du dirigeant. C'est atroce, il y a des exécutions régulières. C'est l'horreur, absolument. Bien sûr que c'est l'horreur. Si jamais tu critiques le dictateur ou sa famille, alors ta vie est finie. Tu es dénoncé et arrêté immédiatement. J'ai des amis qui ont été envoyés en camp de concentration. Une fois qu'on y entre, c'est la fin. Si votre enfant y part à l'âge de 10 ans, vous n'aurez plus jamais de nouvelles. Personne ne vous dira jamais s'il est encore vivant ou s'il a succombé dans le camp. Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, 130 000 citoyens auraient été enfermés dans les camps. Un nombre de prisonniers par habitant 6 fois supérieur à la moyenne européenne. Impossible de connaître l'ampleur de la souffrance des Nord-Coréens, car le dictateur interdit aux étrangers de circuler librement dans le pays. Mais il existe un moyen d'observer la vie misérable qui règne en Corée du Nord. Les satellites.
Olivier est analyste pour Géocatrie. Son entreprise surveille le monde pour le ministère français de la Défense. Exceptionnellement, il a accepté de nous montrer les photos qui révèlent l'horrible réalité du pays de Kim Jong-un. Voici une image satellite qui prend les lumières de nuit. Et en Corée du Nord, c'est complètement noir, à part Pyongyang qui est un petit peu éclairé. Il y a très peu de courant, il y a très peu de centrales en Corée du Nord. Le peu qui est utilisé va être pour Pyongyang et le reste de la population n'a pas d'électricité. Et il s'éclaire encore le soir avec des lampes à pétrole et des bougies pour certains. Il n'y a pas de bouchon en Corée du Nord. Il n'y a pas d'embouteillage. Comme on peut voir ici, là, on est à la périphérie de Pyongyang. Il y a voilà, une grande artère, là, type artère parisienne, et on va avoir, voilà, on voit ici exceptionnellement 2 voitures, un minibus, et en fait, ce qu'on voit là, ici, ce sont les gens en fait, qui se promènent. Il n'y a pas de rentrée de pétrole, donc il n'y a pas de quoi faire tourner les voitures. Donc c'est vraiment que l'élite qui va utiliser les voitures. Faute d'engrais et d'équipements modernes, les campagnes de Kim Jong-un sont constamment menacées par la famine. L'image a été prise pendant la période des récoltes. Et ce qu'on voit là, en fait, c'est un animal voilà, et la charrette derrière. On se retrouve voilà, dans les années 30. Quoi. Et si les sujets de Kim Jong-un sont contraints de vivre comme au siècle dernier, c'est parce que les rares ressources servent à payer une armée pléthorique. Le dictateur semble quelque peu paranoïaque. 1 200 000 soldats, presque autant que les États-Unis, pour une population 12 fois moins importante. Le régime nord-coréen, ils ont organisé cette notion d'état de siège permanent. Et c'est aussi une façon pour cette famille de continuer à régner, à maintenir la population sous son emprise. Obsédé par la menace d'une invasion, Kim Jong-un a transformé son pays en forteresse. Vous allez le voir, le moindre espace du territoire est recouvert de bunkers. En fait, toutes les plages de Corée sont fortifiées. On ne peut pas y aller, elles sont interdites à la population, ils ne vont pas se baigner. Et tout le long, on va retrouver des défenses, un peu comme avaient fait les Allemands sur les côtes françaises. On va retrouver ici, par exemple, une ligne fortifiée où on va avoir des bunkers. Là. On va avoir ici une clôture. Là, tout le long, on a une clôture. On a ici, pour empêcher que les chars passent des dents de dragon, en fait, ça fait monter les chars, et ça les empêche de passer. Et puis, comme ils ont peur d'un débarquement du jour au lendemain, que ce soit des Américains ou de la Corée du Sud, c'est vraiment entièrement fermé. Le premier qui va poser les pieds sur la plage va certainement se faire fusiller. Le problème, c'est qu'au fil des années, la paranoïa de Kim Jong-un ne s'est pas améliorée. Bien au contraire, et elle s'exerce désormais dans tous les domaines de la vie quotidienne, même les plus insignifiants. La moindre contrariété met le dictateur dans une colère noire. La preuve, il a fait interdire aux habitants de porter une veste noire en cuir comme la sienne, sous peine d'être exécutés. Encore plus absurde, il s'est lancé dans une croisade contre les séries étrangères. Dans son viseur, Squid Game, une fiction au succès mondial qui se moque d'un système totalitaire et cruel. La sanction de Kim Jong-un a été impitoyable. Squid Game représente exactement le monde de la Corée du Nord. Dans la série, au centre, il y a un dictateur, comme Kim Jong-un, et tout autour des citoyens qui souffrent en tentant de survivre. À Chongjin, ma ville natale, des lycéens ont regardé cette série. Il paraît que leurs enseignants ont été exécutés et que les lycéens ont été envoyés dans des camps de travail. Juste parce qu'ils ont regardé Squid Game, ils vont pourrir dans une cellule pour le restant de leur jour. 15 ans après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, et malgré ses efforts pour se faire aimer, les Nord-Coréens ont probablement déchanté. Le terme psychopathe peut lui aller, mais ce n'est pas un terme suffisant. Les caractéristiques de sa folie, c'est son côté agressif, son côté non empathique, imprévisible, son côté irascible, son côté où tout lui est dû, son côté tyrannique. Donc ça fait déjà beaucoup. Indéniablement, l'homme est peu fréquentable. Mais cela, les dirigeants internationaux
eux aussi, ont mis du temps à s'en apercevoir. Il faut dire qu'au début de son règne, Kim Jong-un a réussi à les berner en se faisant passer pour un gentil monsieur tout-le-monde, aux passions ordinaires. Croyez-le ou pas, le jeune autocrate ne cesse de proclamer qu'il admire les États-Unis depuis qu'il est tout petit. Kim Jong-un a une fascination pour la culture de l'ennemi, quand même. Pyongyang déclare toujours que son plus grand ennemi, c'est les États-Unis, et en même temps, ils sont fascinés par la culture américaine. Kim Jong-un est ainsi un grand fan des dessins animés américains, qu'il a regardés en boucle pendant toute son enfance. Il offre même à son peuple des spectacles avec les mascottes de ses personnages préférés. Mais surtout, Kim Jong-un a une passion pour la culture sportive de l'ennemi. Kim Jong-un, lorsqu'il était jeune, aimait beaucoup les sports et notamment le basket. Kim Jong-un et puis son papa Kim Jong-il sont fans de basket. Il y a une appétence en Corée du Nord pour les Chicago Bulls des années 90. C'est ainsi qu'un an après son arrivée au pouvoir, un projet fou germe dans la tête du dictateur. Organiser un match de gala avec des stars américaines. Le sulfureux leader cherche donc un basketteur qui accepte de s'afficher à ses côtés. Si Michael Jordan refuse, une autre gloire donne suite, et pas n'importe laquelle. Dennis Rodman, c'est une superstar de la NBA. C'est quelqu'un qui est très connu des Américains. C'est l'une des figures les plus reconnaissables parce que c'est un grand sportif, mais aussi à cause de ses frasques, parce qu'il adorait la fête, il adorait se montrer. Donc il a fait beaucoup la une des tabloïds. On le voit effectivement posé pour la couverture de son autobiographie nu sur une Harley Davidson avec un ballon de basket. Il a notamment eu une relation avec Madonna et il s'est marié aussi quelques jours avec Carmen Electra, la bombe de Alerte à Malibu. Alors forcément, l'arrivée de Dennis Rodman à Pyongyang en février 2013 crée l'événement. J'espère que tout va bien se passer et qu'on va bien se marrer au match. À l'époque, en 2013, on est dans un contexte de tension politique extraordinaire entre les États-Unis et la Corée. Ce jour-là, personne ne s'en doute, mais le basketteur fantasque et le dictateur vont chambouler les relations internationales entre la Corée du Nord et le reste du monde. C'était un vrai coup d'éclat qu'une star de la NBA, le symbole de l'impérialisme américain, accepte de se rendre en Corée du Nord, juste parce que Kim Jong-un l'avait invité. Rodman dit oui sans savoir exactement où il va. Et donc, ça ouvre la voie à une rencontre improbable entre deux ovnis. Dans le stade de Pyongyang, un match historique va opposer des Nord-Coréens à une équipe d'Américains qui accompagne Rodman. La star américaine est installée dans les places d'honneur, quand soudain, la foule se lève comme un seul homme, provoquant un drôle de quiproquo. Dennis Rodman se lève, il fait signe, merci, merci, merci. En fait, c'était pas pour lui, c'est parce que juste à côté de lui, il y a Kim Jong-un qui venait de débarquer. Donc. Et là, il comprend rien, il sait même pas que c'est Kim Jong-un. Puis l'autre commence à lui poser des questions sur alors le basket, Chicago, les Bulls, Michael Jordan. Je t'adore, j'adore. On dirait un petit fan de basket basique. Et enfin, c'est surréaliste. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'événement devient un événement mondial parce que Dennis Rodman devient le premier Américain à rencontrer le leader nord-coréen. Il n'y a personne d'autre aux États-Unis, diplomate, pas diplomate, kidam, qui a rencontré Kim Jong-un avant Dennis Rodman en février 2013 à ce match d'exhibition de basket. Ça fait la une des journaux américains, on en parle dans le monde entier. Puis il faut savoir que les 2 matchs d'exhibition qu'il a fait là-bas, ils sont diffusés sur la TV locale pendant des semaines. Ça a été très surjoué, lu par les médias occidentaux parce que c'est excitant, c'est effrayant. Le personnage de Rodman est loufoque. Maintenant que la star du basket est tombée dans ses filets, Kim Jong-un va monter un incroyable plan de séduction pour enrôler Dennis Rodman au service de la propagande coréenne. Après le match, le dictateur l'invite à assister à un événement organisé pour se donner une image cool et chaleureuse. Une fête très arrosée, racontée à son retour aux États-Unis par Dennis Rodman, dans une interview avec l'ancien boxeur Mike Tyson.
Alors, c'était comment la Corée du Nord avec Kim Jong-un? C'est un voyage qui a complètement dérapé. Le match de basket se termine, je pars avec lui, on arrive dans une pièce du palais et il me dit « Denis, on est ravis de t'avoir, alors on va aller se faire un dîner, un petit karaoké, se boire de la vodka, aller voir des jolies filles. » Et direct, on se bourre la gueule. Il commence le karaoké, tout le monde tape dans les mains, il y avait un orchestre avec 18 musiciennes et ces filles étaient vraiment canons. On est vraiment devenus potes ce soir-là. Lui, il le trouvait cool en fait, il a discuté basket avec Kim Jong-un, c'était sympa en fait. On a bu une vodka, on a parlé de basket, c'est totalement absurde et donc mais c'est fidèle au personnage en fait. Il était ingénu. Avec cette soirée, Kim l'autocrate s'est presque fait passer pour un bon copain. Mais surtout, il est parvenu à convaincre le naïf basketteur américain de se transformer en VRP de la Corée du Nord. Dans son pays, les gens ne font pas que l'apprécier, ils l'adorent. Et moi je l'aime. Ce mec est vraiment génial. Mais ce pauvre monsieur Rodman est à mon avis un otage dans tout ça. Et à mon sens, ça a été utilisé pour faire parler de la Corée du Nord. Il se passe toujours quelque chose avec Dennis Rodman. C'est de l'or en barre pour les médias. À chaque fois, ça fait du buzz, ça fait des images, ça fait des interviews chocs. D'autant qu'avec l'incontrôlable Dennis Rodman, l'opération de communication de Kim Jong-un est toujours à 2 doigts du dérapage. À l'occasion de ce nouveau voyage en janvier 2014, en plus du match d'exhibition, il y a cette séquence où Dennis Rodman prend le micro et lui chante bon anniversaire, Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President, un peu à la Marilyn Monroe. Donc c'est totalement absurde. C'en est trop. Aux États-Unis, cette déclaration d'amour ne fait pas rire du tout. Car cela fait maintenant plus d'1 an que Kim Jong-un a fait emprisonner Kenneth Bae, un missionnaire américain accusé de subversion par le régime. Vous avez parlé du prisonnier Kenneth Bae au dictateur? Vous n'avez qu'à demander au président Obama et à Hillary Clinton. Allez tous vous faire foutre. Le basketteur accumule les maladresses. Tant et si bien que l'opération séduction du dictateur nord-coréen vis-à-vis de l'Occident menace de virer au fiasco. Mais finalement, le basketteur va offrir à son ami Kim l'occasion de redorer son blason en lui suggérant, au moyen d'un tweet, un beau geste pour l'Amérique. Je demande au leader suprême de Corée du Nord, Kim, comme je l'appelle, de me faire une faveur et de libérer Kenneth Bae. Kim Jong-un libère le prisonnier américain quelques mois plus tard. Il s'en tire finalement avec le beau rôle, aux yeux de l'opinion internationale. Kenneth Bae a été libéré. On a une conséquence concrète de ce qu'on a appelé donc la basketball diplomatie. Rodman, quelque part, a servi de lien. Il a ouvert une fenêtre. Mais bientôt, Dennis Rodman va faire beaucoup mieux. C'est lui qui va réussir à réconcilier Kim Jong-un et Donald Trump, après un bras de fer qui va mener les 2 pays au bord de la guerre nucléaire. Tout commence un 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine. Le président Trump a organisé une petite réception avec sa femme Melania. Merci beaucoup d'être là. Joyeux 4 juillet. Kim Jong-un va choisir ce jour précis pour livrer l'une des petites surprises dont il a le secret. Le président nord-coréen a célébré l'arrivée au pouvoir du président, histoire de dire, nous savons que c'est la date de la fête nationale américaine, on va la gâcher en envoyant des tirs. Ce lancement historique se tient en présence de Kim Jong-un en personne. Car le dictateur tient enfin l'arme dont a rêvé sa famille depuis 70 ans. Pour la première fois, une fusée nord-coréenne fait la démonstration qu'elle a la puissance potentielle pour atteindre et détruire une ville américaine. La nouvelle provoque un séisme mondial.
La Corée du Nord a-t-elle tiré le missile de trop? La capacité pour la Corée du Nord de frapper jusque sur le territoire américain, et pas seulement les bases américaines en Corée du Sud ou au Japon, ça change la donne. La Corée du Nord teste pour voir à quel niveau de résistance se trouve son interlocuteur, son niveau de résistance physique et nerveuse en fait. On pouvait voir ça comme une manière de titiller Trump pour le forcer à réagir. La Corée du Nord vient de lancer un autre missile. Ce gars-là n'a-t-il rien de mieux à faire de sa vie? La Corée du Nord ferait mieux de ne pas menacer les États-Unis. Sinon, ils vont trouver le feu et la fureur, comme le monde ne l'a jamais connu. C'est le moment où il y a ce fameux discours de feu et la fureur. Le président américain menace tout simplement de frapper la Corée du Nord avec l'arme nucléaire. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on se demande est-ce que ça va pas déraper? Kim Jong-un est-il allé trop loin? Pour l'instant, Donald Trump ne fléchit pas. Et sa réponse à la tribune des Nations Unies est explosive. L'homme fusée est en mission suicide pour lui-même et pour son régime. Donald Trump a réagi, il a expliqué à la tribune des Nations Unies qu'il allait éradiquer le pays, il s'est moqué du Little Rocket Man. Les États-Unis ont beaucoup de force et de patience. Mais si nous sommes forcés de nous défendre, nous et nos alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire la Corée du Nord. Ce sont des menaces qui sont sans précédent. Il dit qu'en cas d'attaque, il y aurait la destruction de la Corée du Nord, et donc non pas la destruction simplement du régime, mais la destruction d'un pays et de sa population. Enfin voilà, des insultes, des provocations, c'est le jeu habituel à un degré supérieur. Alors que la planète menace de sauter, les deux leaders semblent avoir perdu le sens des réalités. Désormais, sous le regard de Nord-Coréens médusés, Donald Trump et Kim Jong-un s'insultent chaque jour, avec un vocabulaire digne d'enfants de 5 ans. Notre leader a dit « Je vais dompter par le feu ce vieux grabataire dérangé ». Il me traite de vieux, je ne le traite pas de petit gros. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais le mien est plus gros, plus puissant, et le mien, il marche. Depuis la fin de la guerre froide, c'est très certainement l'une des pires crises nucléaires. Il y a une inquiétude dans l'année 2017 que les États-Unis participent par exemple à des frappes préventives sur la Corée du Nord. À l'époque, j'ai vraiment pensé qu'une guerre allait éclater chez nous. Trump a un caractère instable et Kim Jong-un est tellement déterminé qu'il est capable de répondre. Je me suis dit que le monde entier allait s'embraser. Depuis son palais de Pyongyang, le dictateur peut se féliciter. Les journaux ne parlent plus que de sa Corée. Seulement, il n'a pas encore obtenu ce qu'il voulait, la levée des sanctions économiques contre son pays. Alors maintenant, il va faire un virage à 180 degrés. Les Nord-Coréens étaient motivés pour signer un accord. Ils ne savent pas ce dont Trump est capable. Donc ils se disent que c'est le moment de calmer un peu les choses. Mais comment ramener le président américain à la table des négociations? Coup de chance, le basketteur préféré de Kim Jong-un est aussi très ami avec Donald Trump. Le dictateur coréen fait à nouveau appel à lui. Dennis Rodman était la personne idéale, grâce à sa relation personnelle avec Trump. Dennis Rodman, il part sponsorisé par une boîte de crypto-monnaie qui fait du commerce de marijuana. Donc rien ne va, c'est un voyage absurde, encore une fois. Avec Dennis Rodman, on retourne en Corée du Nord. Il a une relation incroyable à la fois avec le président Trump et le maréchal Kim Jong-un. Et il va essayer de les rapprocher. J'espère que nous pourrons restaurer une ambiance positive et ouvrir la porte du dialogue. La seule chose importante, c'est la paix. Et donc il amène à Kim Jong-un l'un des best-sellers de Donald Trump quand il était plus jeune, qui s'appelle The Art of the Deal. Et ça commence comme ça en fait. L'art de la négociation, selon Donald Trump. Kim Jong-un accepte le cadeau. Et pour marquer sa bonne volonté, le tyran annule un tir de missile et libère un nouveau prisonnier américain, le jeune Otto Warmbier,
qui lui croupit en prison pour avoir volé une affiche de propagande lors d'un séjour en Corée. Il y a un échange de bons procédés et donc Dennis Rodman interpelle aussi Donald Trump pour lui dire « Donald, mon gars, vas-y, il est cool Kim Jong-un, donc vas-y. » Trump est devenu subitement ami avec Kim Jong-un. Kim Jong-un a pris une décision très intelligente. Le contraire aurait été catastrophique. Donald Trump est donc prêt à négocier. Tout va se jouer à Singapour, en juin 2018. Donc en 2018, on arrive un peu à l'aboutissement de tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est-à-dire un sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Et c'est quelque chose qui n'était tout simplement jamais arrivé entre le leader nord-coréen et un président des États-Unis en exercice. Pour parvenir à ses fins, la stratégie de Kim Jong-un, c'est de jouer les modestes. Car pendant que Trump fanfaronne devant les caméras, le jeune stratège se concentre en coulisses sur la négociation d'un accord très favorable à la Corée. Aveuglé par cet ego, dont Kim Jong-un sait pouvoir jouer, Trump finit par signer un chèque en blanc. Le président Kim est reconnu, on va reconnaître en gros officieusement son statut de puissance diplomatique et surtout on va entrouvrir économiquement le régime et c'est une grande victoire. On peut dire que Kim Jong-un sort gagnant de ce rendez-vous de Singapour. C'est vraiment un gros succès en termes d'image parce que c'est impressionnant, ça permet de montrer à son peuple qu'il est en tête-à-tête avec la première puissance mondiale. Quelque chose que son père et son grand-père n'avaient jamais réussi à faire. Même s'il est loin d'avoir obtenu la levée totale des sanctions contre son pays, Kim Jong-un revient triomphalement parmi les siens. Habilement, le dictateur nord-coréen interrompt quelque temps ses essais nucléaires. Mais encore une fois, c'est une ruse. Juste de quoi faire croire à Trump que leur nouvelle relation est sincère. Nous sommes tombés amoureux. Vraiment. Il m'a écrit des lettres magnifiques. Depuis que je suis au pouvoir, tout le monde peut se sentir en sécurité. Il n'y a plus aucune menace nucléaire en Corée du Nord. En réalité, Kim Jong-un a roulé Donald Trump dans la farine. Car en secret, il continue de développer son arsenal nucléaire comme jamais. Kim Jong-un a bénéficié de la présidence Trump pour avancer ses pions militaires. La Corée du Nord allait continuer à construire des armes nucléaires. Ils ont juste poursuivi leurs recherches discrètement, sous terre. Mais il n'y avait aucun signe qu'ils allaient arrêter de travailler sur leurs missiles. Kim Jong-un est un grand manipulateur. Les États-Unis en ont fait les frais, son peuple aussi, qui a cru à ses promesses de changement lors de son arrivée au pouvoir. L'homme est cruel, machiavélique, prêt à tout pour assouvir sa soif de puissance. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, sa propre famille en a aussi été victime. Entre coups bas et assassinats, vous allez découvrir comment Kim Jong-un a manœuvré sans pitié pour prendre le pouvoir. Le choix d'un successeur se pose en 2007, lorsque le père de Kim Jong-un est frappé par un accident cérébral, aussi soudain qu'inattendu. Autour de 2007, Kim Jong-il a subi un gros AVC. Il s'est rendu compte que sa santé se dégradait et qu'il pouvait disparaître. Et donc effectivement, quand Kim Jong-il vieillit, il y a toute la question de savoir qui va lui succéder. La situation était particulièrement compliquée puisque Kim Jong-il a eu de nombreuses relations, comme certains le présentaient, comme un homme à femme. Il y a plusieurs fils, plusieurs enfants, des demi-frères. Qui va être choisi? Cette place, Kim Jong-un en rêve depuis qu'il est tout petit. Mais il a un sérieux problème. C'est son demi-frère, Kim Jong-nam, qui a les faveurs de son père. Kim Jong-un est dans une famille où on s'entretue quand même pour le pouvoir. Lui-même a eu à se battre contre ses frères, mais Kim Jong-nam restait le favori. Kim Jong-nam, c'est la première personne que j'ai pu identifier comme un successeur désigné. Alors comment se débarrasser de ce concurrent encombrant? Kim Jong-nam voyage beaucoup en Asie. Et c'est lors d'une escale à Tokyo qu'une occasion va se présenter pour le mettre hors jeu.
Une affaire ridicule l'a compromis, qui est qu'il aurait emmené sa copine et ses enfants au Japon pour aller à Disneyland, qu'on l'a arrêté et que les diplomates japonais ont reconnu qui il était. Or, il y a un problème, car Kim Jong-nam voyage avec un faux passeport. Son arrestation en public va provoquer sa perte. Et si Kim Jong-un était en fait derrière toute cette affaire? L'une des théories intéressantes qui circulent autour de l'arrestation de Kim Jong-nam, c'est que c'est un officiel nord-coréen qui a appelé les autorités japonaises pour leur signaler qu'il voyageait avec un faux passeport. Cette affaire révélait publiquement que les élites nord-coréennes voyageaient sous de fausses identités. Et ça, c'est une question de sécurité très sensible. Cette histoire a agacé beaucoup de gens, et ça a pu disqualifier Kim Jong-nam pour la succession. Et ensuite, il y a eu une rupture, semble-t-il, entre Kim Jong-nam et son père. Kim Jong-un est parti à Macao, boudé. Nul ne saura jamais si Kim Jong-un a dénoncé son demi-frère aux Japonais. Une chose est sûre, la disparition opportune de ce rival va ouvrir grand la voie à l'ambitieux nord-coréen pour le trône suprême. Et à la dernière minute, on a lancé Kim Jong-un, mais il n'a obtenu finalement la succession qu'à l'arraché. Et finalement, même s'il n'était pas son premier choix, ce futur héritier a tout pour plaire à son dictateur de père. L'une des histoires célèbres, c'est que Kim Jong-un, à l'âge de 5 ou 6 ans, a attrapé une libellule en plein vol et lui a arraché les ailes, alors qu'elle était encore vivante. Son père l'a regardé et a dit « Ça, c'est bien mon fils ». Aujourd'hui, avec le recul, on peut vous dire que ce casting avait du sens, puisque une chose est certaine, c'est que Kim Jong-un a démontré qu'il avait du caractère, un charisme de leader, en tout cas la capacité à prendre des décisions, à trancher. En fait de trancher, le dictateur, une fois intronisé, va effectivement s'en donner à cœur joie. Il va faire assassiner un à un tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. À commencer par son propre oncle, cet homme qui accompagnait juste derrière lui le cercueil de son père en 2011. Numéro 2 désigné du régime, il constitue une menace inacceptable pour le suspicieux Kim Jong-un. Et juste derrière lui, il y a Chang Song-taek, donc son oncle, qui est considéré à l'époque comme le régent de Pyongyang. Et beaucoup pensent que c'est lui qui va manipuler, tirer les ficelles. Jang Song-taek est responsable de tous les tribunaux du pays. Il supervise aussi les avocats de la Corée du Nord. C'est le chef de la sécurité publique, de la police secrète. C'est aussi le patron du plus gros conglomérat du pays qui vend des tonnes de poissons, de l'héroïne, des cigarettes. Il est donc à la tête d'un business qui brasse des milliards de dollars. Mais le problème, c'est que Jang Song-taek empiétait sur le pouvoir de Kim Jong-un. À la surprise générale, 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, le sort de l'oncle Jang est scellé à la télévision publique. Pour être clair, cet homme est un misérable déchet humain, pire qu'un chien. Il s'est rendu coupable de la plus odieuse des trahisons. On expliquait que c'était un chien. C'était vraiment, excusez-moi, mais fils de pute, enfin. Et tout ça était dans le jugement, donc c'était très violent. Il est arrêté, déporté. Il a été embarqué par des gardes. Il a été traîné devant un tribunal du département de la sécurité d'État qui l'a condamné à mort. Il a été fusillé par un peloton d'exécution. Est-ce que son corps a été donné aux chiens? C'est parfaitement possible, parce que Kim Jong-un a toujours dit aux Nord-Coréens « Si vous êtes un traître à la révolution, vous ne serez pas enterré sur votre terre. » C'est le moment où Kim Jong-un tue le père, entre guillemets. Et à l'époque, c'est un moment qui a choqué la planète entière, mais qui a aussi choqué à Pyongyang, parce que c'était d'une violence absolument impressionnante, de supprimer quelqu'un de sa famille. C'est quand même aussi un signal fort vis-à-vis de la population. Si vous arrivez de déconner, vous allez voir ce qui va vous arriver. J'hésiterai pas, j'ai pas hésité à tuer mon oncle, alors vous pensez bien que vous, ce sera la même chose. Kim Jong-un a montré au monde entier qu'il n'avait plus aucun tabou pour garder le contrôle de la dynastie. Et il ne va pas s'arrêter là, car il n'a pas oublié ce demi-frère qui le menaçait au moment de la succession, Kim Jong-nam. Il va aussi lui régler son compte, cette fois de manière définitive et spectaculaire.
Cela se passe le 13 février 2017, à l'aéroport de Kuala Lumpur. Toute la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Alors que Kim Jong-nam s'apprête à embarquer, une jeune femme s'approche de lui et soudainement, lui plaque un mouchoir sur le visage. C'est un mouchoir qui a été imbibé avec du VX, un produit neurotoxique. C'est une arme chimique. C'est choquant, un acte de terrorisme dans un aéroport international. Kim Jong-nam se rend rapidement compte qu'il a été empoisonné et prévient la police. Quelques minutes plus tard, il est pris en charge par les secours, mais tombe rapidement inconscient. Il a agonisé pendant 1 heure, donc il est mort d'une façon très douloureuse. Personne ne doute que Kim Jong-un seul pouvait donner l'ordre d'assassiner son frère. On parle d'une opération très élaborée, avec au moins 20 personnes impliquées. Sur place, il y avait des officiers nord-coréens qui supervisaient l'opération. Les images de cet atroce assassinat font le tour du monde. La mort mystérieuse et digne d'un film d'espionnage de Kim Jong-nam. Kim Jong-un envoie d'abord un message que c'est lui le patron. Personne n'est à l'abri. Et que même des gens proches, en termes familial, de Kim Jong-un, même des gens qui vivent à l'étranger, le régime nord-coréen peut vous traquer, peut vous trouver et peut vous assassiner, y compris en public. Mais pourquoi Kim Jong-un se sentait-il tant menacé par ce demi-frère qui vivait pourtant loin de la Corée, entre Macao et la Suisse? Un ami, Misha Aznavour, le fils du chanteur, avance à demi-mot une explication. Misha Aznavour était au lycée à Genève avec Kim Jong-nam. Peu avant son assassinat, le demi-frère du dictateur s'était confié à lui. Il en savait probablement trop sur le fonctionnement de la dictature. 2 jours avant ça, je l'avais à l'appareil. Il me disait genre, bah Misha, je pars en Malaisie. Et voilà, on se revoit dans 1 semaine, 3 semaines, je suis là. Donc je sais qu'il essayait d'avoir en fait de trouver un passeport en fait pour être un peu plus tranquille en fin de compte. On sait bien que s'il y avait des pays qui voulaient lui offrir la nationalité, il y avait sans doute en échange des choses en fin de compte. Même s'il vivait plus là-bas, il devait quand même avoir des infos. Kim Jong-nam est certainement au courant de toute une série de trafics qui permettent à la Corée du Nord et à la dynastie de survivre. Et s'il révélait tous ses secrets, c'était extrêmement dangereux pour le régime. C'est sans doute ce risque qui aurait conduit Kim Jong-un à l'éliminer, parce que ça, c'était beaucoup trop dangereux. Il n'est jamais rentré, en fait. Mais au-delà de sa soif de pouvoir, comment expliquer une telle cruauté chez le dictateur, y compris à l'égard de ses proches? Il y aurait peut-être une explication. Une blessure profonde qui remonte à son enfance. Car peu de gens le savent, mais Kim Jong-un a grandi loin des siens, en Suisse. Au milieu des années 90, à l'âge de 12 ans, il est envoyé à Berne, la petite capitale fédérale. À l'époque, en Corée du Nord, il y avait une grave famine et le pouvoir était vacillant. Et donc il fallait mettre à l'abri, au fond, la famille ailleurs. Une période traumatique pour le jeune garçon qui va marquer son caractère à jamais. La Suisse, c'est particulier parce qu'à l'époque, Kim Jong-un est donc enfant puis adolescent. Il est loin de ses parents. Les enfants vont être installés à Berne sous la protection de leur tante, mais ils vont être installés là sous des fausses identités. C'était la sœur de sa mère qui veillait sur ses enfants. Officiellement, il était le fils d'un des chauffeurs de l'ambassade. Ensuite, sa mère, Ko Yong-gi, commence à avoir des problèmes de santé. Elle est rattrapée par ce qui sera un cancer. Donc on peut imaginer une anxiété aussi pour ces 3 enfants qui sont loin. Ça a été un moment sans doute une adolescence à la fois choyée, mais pas une adolescence forcément toujours facile sur le plan psychologique. On le décrit parfois comme étant bagarreur. Parfois, il venait à l'école que l'après-midi ou manquait une semaine complète. Kim Jong-un et son grand frère étaient des fans de basket. Son style de jeu au basket était plutôt solitaire, il n'aimait pas tellement passer le ballon. À Berne, l'enfant bagarreur doit faire profil bas et vivre sous un nom d'emprunt. Pour des raisons de sécurité, sa famille lui impose de circuler avec un faux passeport.
Et à l'âge de 14 ans, une trahison intime de celle qui était censée le protéger va le dévaster. Un matin, leur tante va disparaître. Officiellement, cette femme posée pour leur mère. Et un jour, ils rentrent de l'école. Elle n'est plus là. Les cousins ne sont plus là non plus. Et plus tard, on va découvrir qu'ils sont partis taper à la porte de l'ambassade des États-Unis et qu'ils sont ensuite emmenés sur une base par la CIA et partir aux États-Unis. Donc à l'époque, ça vous donne l'ambiance crépusculaire qui règne sur cette famille. C'est que même la sœur de la mère de Kim Jong-un, finalement, ne croit plus à son avenir, elle se sent plus en sécurité si elle va du côté des Américains. On peut imaginer que pour Kim Jong-un, c'est un premier goût de la trahison politique, entre guillemets. Alors, au-delà de la cruauté et du cynisme que Kim Jong-un a probablement développé en Suisse, que lui reste-t-il de ces années en Occident? Il y a peut-être encore plus choquant, car cette jeunesse dans ce petit pays riche lui a aussi donné le goût du luxe, un luxe outrancier, auquel il ne voudra plus jamais renoncer. Si son peuple meurt de faim, le quotidien du dictateur nord-coréen ressemble plutôt à celui d'un milliardaire. Le goût de Kim Jong-un pour le bling-bling est apparu au grand jour lorsque le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump est venu lui rendre visite à Pyongyang. Le dictateur a débarqué dans une berline au luxe tapageur. C'est très drôle que le leader coréen arrive dans une Rolls Phantom. C'est un peu un pied de nez à Donald Trump. En fait, il lui envoie le message, moi aussi j'ai des voitures de luxe, moi aussi je suis un leader. Et Dieu sait que une Rolls-Royce, c'est 300-400 000 euros. D'un seul coup, on se retrouve avec des Mercedes dernier modèle à des prix stratosphériques. Et on se dit, ah ouais, d'un seul coup, là, ouais, l'argent arrive, quoi. Kim Jong-un possède une Ferrari, une Porsche, des modèles uniques au monde. Et pour ce qui est de ses demeures, Kim Jong-un n'est pas en reste. Et il passe du temps dans les grandes villas, notamment il y a une villa à Wonsan qui est sur la côte orientale de la Corée du Nord, qui est une villa luxueuse qui donne sur les grands rouleaux qui viennent du Pacifique. Vous avez du marbre au sol, des colonnes de marbre partout. Il n'achète que les meubles les plus luxueux au monde. Kim Jong-un possède aussi de nombreux joujoux de riches. Qu'Olivier, le responsable d'une entreprise française qui travaille pour le ministère de la Défense, a pu identifier par satellite. Oui, un yacht, un terrain de basket privé, Kim Jong-un, son dada c'est le basket, voilà, on a des terrains de basket qui sont montés. Ils ont une gare privée où le train va aller jusque dans la villa. Et comme beaucoup d'hommes à la réussite récente, Kim Jong-un aime afficher à son poignet un objet qui symbolise la fortune, de manière très clinquante. La IWC Portofino, ce modèle-là, c'est entre 20, 40, 50 000 euros. C'est un status symbol, comme la Daytona de Rolex, comme la Nautilus de Patek Philippe. Pour toute personne qui ne connaît pas vraiment beaucoup le luxe, c'est un attribut du succès, de la gloire. Toutes ces images de luxe, tout ça, c'est caché auprès de la population nord-coréenne. Bien qu'il n'en fasse pas publicité dans son pays, la fortune de Kim Jong-un s'élèverait à 5 milliards d'euros, ce qui en ferait l'un des hommes les plus riches au monde. Mais comment le chef d'État d'un pays si petit a-t-il pu accumuler de telles ressources? Beaucoup estiment que le dictateur aurait transformé son État en multinationale du trafic et du piratage. La Corée a une armée numérique et il existe effectivement un collège, enfin une université qui forme des hackers et on prétend que la Corée du Nord aurait plusieurs dizaines de milliers d'agents qui toute la journée sont sur les réseaux sociaux et essayent de bloquer les comptes d'administration, d'entreprises. Grâce à des salariés infiltrés au sein de grandes entreprises internationales et à l'utilisation de l'intelligence artificielle, la Corée du Nord s'est spécialisée dans le hacking de cibles très lucratives. Il y a évidemment la cyberattaque contre des institutions financières, contre des entreprises à l'étranger, par exemple en Slovaquie, en Espagne. En 2025, ces petits génies de l'informatique auraient notamment réussi à dérober près de 2 milliards d'euros en crypto-monnaie. Alors, qui pourrait arrêter Kim Jong-un aujourd'hui, plus riche et plus puissant que jamais?
Finalement, le dictateur n'a peut-être qu'un seul ennemi, capable de menacer son pouvoir, et pour le moins inattendu, sa santé, qui a 40 ans à peine, se révèle plus fragile chaque jour. J'ai regardé des photos récentes de lui, et il a l'air en très mauvais état. Il a perdu beaucoup de poids, donc il y a probablement une raison médicale derrière tout ça. Il a des antécédents dans sa famille, du diabète chez son père. Il y a plein de choses dans sa famille qui montrent qu'il y a des risques. Donc ça fait partie des questions qui pèsent sur ces régimes dynastiques. Mais si Kim Jong-un venait à disparaître, pour autant la dictature s'éteindrait-elle? Rien n'est moins sûr, car il pourrait bien être remplacé par une dictatrice. Et effectivement, la famille Kim est extrêmement importante en Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle la lignée de sang du mont Paektu. Et cette famille cherche à s'inscrire dans l'histoire longue de la Corée. La fille de Kim Jong-un, Kim Jo-e, serait en première ligne pour prendre sa succession. Si Kim Jong-un mourait soudainement, c'est la seule personne qui pourrait le remplacer. À 13 ans à peine, après une enfance passée dans le plus grand secret, la jeune femme vient d'être propulsée en pleine lumière aux côtés de son père. Elle est désormais de toutes les sorties officielles. Et comme son illustre papa, semble être dotée de tous les dons. Aussi à l'aise avec un fusil de précision que sur un char d'assaut. Quand l'occasion se présente, l'héritière surveille aussi les lancements de missiles de croisière. 3, 2, 1, tirez! Même si l'enthousiasme semble un peu forcé. Il faut comprendre que tout tourne autour de la famille Kim. C'est la famille Kim qui dirige le régime. C'est toujours un membre de la famille Kim qui doit garder le contrôle du pays. Le régime des Kim est-il éternel? Vous avez une famille, un clan, qui veut transmettre ce qu'elle a réalisé à ses héritiers. Mais pour le moment, Kim Jong-un est encore bien en place. Il y a quelques jours, le dictateur a été réélu à la tête de la Corée du Nord. Pas franchement une surprise, puisque c'était le seul candidat. Son parti politique a raflé 99,93% des voix. Et sa première prise de parole a rappelé qu'il n'était pas prêt de s'assagir. Nous continuerons à consolider fermement notre statut d'État doté de l'arme nucléaire. Et nous intensifierons agressivement notre lutte contre les forces hostiles. C'est un environnement extrêmement brutal. L'histoire de la Corée moderne est une histoire de survie permanente. Alors que Kim Jong-un maîtrise le feu nucléaire, qui se risquera désormais à menacer le pouvoir de sa famille? C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Du pétrole, du bon brut qui jaillit. La semaine prochaine, enquête exclusive vous emmène aux États-Unis, au cœur d'une nouvelle ruée vers l'or noir. Avec la guerre au Moyen-Orient, le manque de pétrole inquiète toute la planète, mais les États-Unis sont à l'abri. Creuse, baby, creuse. Ils sont redevenus les premiers producteurs mondiaux, et ce sont les petits exploitants qui raflent la mise. On est vraiment chanceux d'avoir ça dans le sous-sol de notre ranch. Dans ce Far West moderne, ce sont eux qui assurent 80% de la production du pays. Ce puits peut rapporter entre 4 et 5 millions de dollars. Ici, un ouvrier peut gagner jusqu'à 15 000 $ par mois, 3 fois le salaire moyen aux États-Unis. Des milliers d'Américains affluent vers ce nouvel Eldorado. Je veux mettre de côté, m'acheter un puits, et un autre puits, et encore un autre. Et c'est toute une économie qui vit au rythme de l'or noir. 10,55 $. Garde tout, bébé. Les dollars coulent à flot. Au total, j'ai fait 170 $. C'est très bien en seulement quelques heures. Mais derrière cette pluie de dollars, le pétrole met toute la région en danger.
On ne devrait pas rester là. Des milliers de puits sont laissés à l'abandon. Mal colmatés, ils risquent de fuir à tout moment. Un désastre pour l'environnement. Cet endroit va être totalement stérile et nocif pour des milliers d'années. C'est scandaleux. Dollars, Derrick et Or Noir, les nouveaux rois du pétrole américain. C'est dimanche prochain à 23h dans Enquête exclusive. Réalisation des plateaux de cette émission, Manon Labatte. Rédaction en chef, Christophe Brûlé, Maude Brunel et Sophie Caranta. Production, Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.